les deux dernières présentations auxquelles vous allez pouvoir réagir ensuite et discuter. Pour la première présentation, j'accueille Jean-Marc Bonmatin, qui est chercheur au CNRS et qui va donc nous présenter cet exposé intitulé « Un chercheur face aux intérêts économiques ». On vous écoute. Merci. D'abord, merci aux différentes sociétés savantes qui ont bien voulu m'inviter à vous présenter aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont restés. Ils ont eu le courage de rester en cette fin de journée. Ils doivent être un peu fatigués. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être simple et court. Et je vais vous présenter, alors c'était soit des choses erronées, soit ce que j'appelle, sur ce premier transparent, des fausses vérités. Et puis ce matin, on a parlé des moteurs de ces fake news ou fake facts. Et on a évoqué le fait qu'ils pouvaient être soit motivés par des questions religieuses, soit politiques, idéologiques. Et je vais vous montrer ici un exemple de motivation économique, ce qui me paraît très important à ce jour. Alors l'idée, c'est que je vais vous parler d'un peu de biodiversité, mais vous allez voir, on va rester sur le sujet, donc d'abeilles ici, je me suis trompé, voilà, d'abeilles, et puis de pesticides ici, j'ai représenté l'imidaclopride, qui est l'insecticide le plus vendu au monde, 20 000 tonnes sur la planète chaque année. Alors, je vais me présenter un petit peu, non pas pour faire ma publicité, mais pour vous dire qu'en fait, au départ, je ne suis pas du tout un communicant, je ne suis pas aguerri aux médias, et je suis plutôt un chimiste, spécialiste des antibiotiques, des venins, des toxines. Et puis donc aujourd'hui, je vais vous parler de pesticides neurotoxiques et d'abeilles. Je vais restreindre mon propos là-dessus. Et donc moi, je suis plus habitué aux expertises dans les différents ministères, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'Institut de l'abeille, l'OCDE, l'Union internationale de conservation de la nature ou la plateforme internationale sur la biodiversité. Et ça m'amène évidemment à communiquer avec les médias et à regarder aussi les faits alternatifs. Alors, je signale ma déclaration publique d'intérêt ici, parce que vous allez voir qu'on va revenir là-dessus, c'est un point important. Alors, l'idée, c'est que d'un côté, je fais le contexte, d'un côté, il y a la pollinisation qui représente sur la planète 153 milliards de dollars annuels. C'est les services gratuits que représentent les pollinisateurs pour l'agriculture notamment. Et puis de l'autre, il y a je me trompe chaque fois. Et puis de l'autre, il y a l'agriculture, et notamment les pesticides néonicotinoïdes qui génèrent 2,5 milliards de bénéfices par an. Et évidemment, les apiculteurs ne sont pas contents parce que les neurotoxiques systémiques ont une action sur leurs abeilles. Et d'un autre côté, vous avez les compagnies phytosanitaires qui, elles, gagnent de l'argent avec. Alors, la position du chercheur, elle est un peu compliquée parce que, compte tenu de ce contexte, lorsque je publie un article qui dit qu'il y a une certaine contamination dans les pollens et que ça, c'était pas prévu et que les neurotoxiques, ils atteignent les abeilles et ils vont avoir un certain nombre d'effets délétères sur leur santé, effectivement, les compagnies ne sont pas contentes. Et puis, d'un autre côté, je fais la même manip sur le miel. Et là, c'est les apiculteurs qui ne sont pas contents parce qu'ils disent « Oui, vous comprenez, si on commence à dire qu'il y a des neurotoxiques dans le miel, on ne va plus vendre notre truc, etc. etc. » Donc, vous voyez que la position du chercheur, elle est déjà délicate en travaillant sur de tels sujets. Et je vous rappelle que moi, ce qui me motive, c'est des histoires de déontologie, de vérité de la science, et puis l'inestimable biodiversité qui, elle, ne se chiffre pas en milliards de dollars. Alors, on continue. Mon but, c'est de vous montrer des exemples concrets, comment on vit ces faits alternatifs au quotidien. Donc, il n'y a pas si longtemps, le 20 septembre 2017, un journal canadien, j'ai pris l'exemple du Canada, parce que si je prends un exemple français, je ne vais pas me faire des copains, donc hop, on passe outre-Atlantique. Un journal du Canada publie une opinion d'un certain monsieur, ici, un agronome, et puis il dit « L'utilisation des néonicotinoïdes ne tue pas les abeilles ». Voilà, et ça me paraît un fait alternatif. Donc, comment réagir devant ce fait alternatif? Eh bien, j'ai réagi. Je vais vous montrer la réponse. La réponse, c'est que moi, qui suis dépositaire d'une certaine connaissance scientifique, je sais très bien qu'en 2014, il y a un article qui est paru dans Science, qui n'est pas n'importe quel journal, qui vous dit textuellement que le problème avec les néonicotinoïdes, c'est que l'exposition chronique à ces insecticides tue les abeilles en général. Il faut savoir que bees, en anglais, ça veut dire les abeilles gérées, celles des apiculteurs, mais aussi les abeilles sauvages.
et puis plein d'autres invertébrés, et il vous montre le mécanisme que je ne veux pas détailler ici. Donc je me dis, voilà, j'ai un fait qui ne correspond pas à cette publication, donc je me mouille, et quelques jours après, je réponds à ce même journal. Bon, il se trouve que j'étais au Canada, donc c'était plus facile. Je réponds à ce même journal en disant que lui, il dit l'utilisation des néonicotinoïdes ne tue pas les abeilles, et moi, en traduisant le titre de la publication, je dis l'utilisation des néonicotinoïdes tue les abeilles. Et puis quand même, je vais un peu plus loin, je vais à la source de ces informations qui lui ont permis de faire cette affirmation, et je lui dis que il cite un rapport qui ne regarde pas du tout les néonicotinoïdes et les pesticides en général, et que son autre source, qui s'appelle le réseau Biodiversité pour les abeilles, qui est français, est largement financé par l'agrochimiste BASF. Donc voilà, je me permets d'être critique. Alors évidemment, je ne me suis pas fait des amis. Je vais vous montrer un exemple plus général maintenant. Ça, c'est un exemple particulier. Maintenant, j'ai essayé de décoder ce qui pouvait se passer en général sur ces sujets. Alors, vous avez la naissance d'un fait alternatif, ici, dont on ne sait pas trop d'où il arrive, mais en tout cas, il est pris, inventé ou repris par... Alors là, je mets des noms, parce que j'ai quand même des exemples à travers tout ce que j'ai pu vivre dans les 20 dernières années. Il est pris dans la blogosphère par un type, par exemple, un Belge qui s'appelle David Zaruc, qui est archi connu, et puis qui lui-même va le distribuer dans la blogosphère à d'autres types très connus. Ce sont des pseudos ici, hein, ils ne s'identifient pas formellement par leur nom. Et puis, ces gens-là tiennent des blogs qui sont extrêmement virulents et même insultants. Et puis, ces blogs, ça sert de source d'alimentation à d'autres sites Internet qui sont plus, pas dire académiques, mais qui semblent plus sérieux. Alors, vous avez Agriculture et Environnement, ici, je cite le rédacteur en chef. Vous avez Forum Phyto, Imposteur, Agriculture, Alimentation, Santé publique, Soyons rationnels. Et puis, tout ça, évidemment, alimente Wikipédia. Donc, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont 24 heures sur 24 sur Wikipédia pour donner l'information, parce que on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, mais Wikipédia, c'est 90% des sources de connaissances des jeunes et des moins jeunes. Et donc, bien sûr, la population est informée soit par ces blogueurs, soit par ces différents sites. Elle est informée directement par les apiculteurs, les ONG qui sont sur le sujet et certains agriculteurs, mais elle est informée aussi par les agrochimistes, les semenciers et les agriculteurs, parce que les agriculteurs se subdivisent en deux catégories, hein, pour faire grossièrement. Alors là-dessus, le chercheur, il est là. Et puis ça se complique un peu parce que les journalistes aussi s'alimentent dans la blogosphère et s'alimentent sur ces sites-là. Et s'ils ne font pas attention à revenir à la source, à ce moment-là, bon, je cite 3 noms. Hein. Alors évidemment, je suis allé outre-Manche là cette fois, parce que si je citais des journalistes français, je ne me ferais pas des copains, ça serait un peu gênant. Donc là, je prends 3 journalistes, mais certains sont très sérieux. Hein. Par exemple, il y a le Guardian dedans, hein, et qui n'ont pas fait attention à la source véritable de leur information, et puis qui donnent des informations dans le journal. Et alors évidemment, tout ça atteint les décideurs, et les décideurs, à un moment donné, ils se disent « Oh là là, je fais quoi ?» Alors les décideurs, en général, ils font appel à un comité d'experts. Et c'est là que l'expert, ici, qui fait partie des comités d'experts, peut intervenir. Et donc le décideur fait appel à un comité d'experts pour avoir une décision éclairée. Et alors dans ce contexte-là, comment le scientifique que je suis a pu réagir ? Bien, c'est relativement simple. D'abord, moi, je suis remonté à la source d'un fait alternatif. Alors, pour la petite histoire, ça disait que si on supprimait les néonicotinoïdes, l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité alimentaire, avait sorti un rapport qui disait qu'on allait perdre 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires agricole par année. Bon, ça me semblait un chiffre important, de l'ordre de grandeur des intérêts qui étaient en jeu. Donc, j'ai voulu remonter au rapport. Alors, pour remonter au rapport, d'un site, il fallait aller cliquer sur un autre site, qui lui-même citait un autre site, qui lui-même citait un autre site. Ça m'a pris une bonne journée, peut-être même 2 jours. Et j'ai fini par trouver l'adresse du site Internet où je suis allé. Et là, surprise, le fameux rapport de l'EFSA n'existe pas. Bon, c'est un exemple. Donc, si vous allez sur cette adresse, parce qu'elle existe encore, vous avez une page échantillon, et puis évidemment, il n'y a rien dessus, sauf une espèce de truc qui parle d'environnement, mais c'est une page échantillon, c'est de la publicité si vous voulez créer votre site Internet. Donc, le fameux rapport de l'EFSA, je le savais, parce que j'étais copain à l'EFSA dans les comités d'experts, ils m'ont dit non, on n'a jamais dit ça. Donc, n'existe pas, et à partir de là, évidemment, il y a eu toute
toute une série d'articles et d'informations fausses là-dessus. Donc ça, c'est une des voies d'interaction pour détruire le fait alternatif. Et puis, l'autre voie d'interaction, c'est de se dire, si, sur la blogosphère, si dans les médias, il y a des informations fausses, mon devoir, c'est de donner des informations justes. Donc, ce jour-là, alors c'est une liste non exhaustive, ben, je me suis dit, je vais répondre aux médias. Alors, au début, je n'étais pas très doué, puis après, j'ai à peu près compris comment ça fonctionnait. Et donc, je suis intervenu sur un certain nombre de médias, que ce soit des journaux français, internationaux, les radios, les TV, et puis même, j'ai participé à un certain nombre de films. Donc, si ça vous intéresse, l'histoire des abeilles et des pesticides, n'hésitez pas. Et puis, il y a un dernier point qui est très important, c'est que, justement, voyant que l'importance de Wikipédia, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il faut que je corrige ces erreurs énormes et monstrueuses qu'il y a sur ce sujet. Alors, je suis allé sur Wikipédia. Puis j'ai commencé, j'ai pris un pseudo, et puis n'importe qui peut y aller. N'importe qui peut y aller et changer les informations. Et j'ai commencé à corriger des informations qui étaient fausses, mettre des références qui me paraissaient pertinentes, l'article que je vous ai montré dans Science, par exemple, plutôt que machin qui cite bidule, qui cite truc, et qui cite lui-même muche, et du grand n'importe quoi. Et plutôt aussi que des références qui n'existaient pas. Parce qu'en fait, la référence qui n'existait pas ici, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé la chercher sur Wikipédia. Et donc, j'ai commencé à corriger les choses. Et alors là, fait intéressant, tous les blogueurs que j'ai montrés sont arrivés sur Wikipédia, ont corrigé, ont dit non, je ne suis pas d'accord, machin, tout ça. Et une longue discussion s'est engagée. Ça m'a pris des semaines jusqu'à ce que j'abandonne. Mais je n'ai abandonné que quand un certain nombre d'informations erronées avaient été corrigées. Depuis, ça a rechangé, j'ai rechangé, et puis j'ai passé un peu le bébé à d'autres camarades en leur disant, écoutez, il y a des bêtises là-dessus, moi j'ai plus le temps, j'ai autre chose à faire, essayez de corriger les grosses erreurs. Donc voilà, 3 actions orientées vraiment vers des cibles différentes. D'abord, identifier les faits alternatifs, puis pouvoir le dire aux médias en disant, non mais attendez, ce rapport, il n'existe pas. Et puis corriger l'information pour le grand public. Alors maintenant, je voudrais faire une remarque qui est importante, c'est que là, j'ai parlé de fausses informations, ou alternative facts en anglais, hop, je me trompe toujours, qui, pour moi, j'aime bien cette traduction contrefait, qui a été proposée par un linguiste ici, Lionel Mellet, un linguiste canadien, donc vous pouvez trouver le site internet, là, parce que moi, je cite mes sources, et je les mets en entier. Et ce terme de contrefait me plaît bien, plutôt que alternative facts, parce qu'alternative, j'aime bien en agriculture, alors ça me gênait un peu, je le dis franchement. Puis d'abord, c'est de l'anglais. Et puis les faits alternatifs, je sais pas, j'accroche pas. Par contre, contrefait, on voit bien quand même un sens ici. Alors je fais la différence entre ces contrefaits et puis le légitime débat scientifique contradictoire auquel je suis évidemment favorable. Donc j'ai mis une image ici qui illustre à peu près ce qui se passe dans les comités d'experts, parce qu'il faut savoir que dans les comités d'experts, vous avez des chercheurs indépendants, vous avez des gens qui se croient compétents, qui ne le sont pas vraiment, et vous avez des gens qui sont compétents, mais qui n'osent pas trop parler, et puis vous avez aussi des représentants des diverses, on va dire, des diverses parties prenantes. Donc vous avez des représentants de l'industrie, vous avez des représentants de la société civile, et donc des fois c'est un peu chaud. Mais vous remarquerez la présence d'un arbitre, il y a des règles, et les choses se passent à peu près bien. Je continue. Alors là, je vais prendre un exemple très rapidement, parce que je veux aussi vous dire que dans la recherche elle-même, il y a un certain discours, et puis il peut y avoir des faits et des contrefaits. Alors ça, c'est un exemple d'une publication, rentrez pas dans le détail, qui vous explique grosso modo qu'avec le pesticide qui s'appelle imidaclopride ou sans, les abeilles, c'est pareil, il n'y a pas de différence significative sur les courbes, donc tout va bien circuler. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt sur cette publication. Alors quand même, on a été très surpris, je ne rentre pas dans le détail scientifique, je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas d'effet, on en trouve des centaines, nous, des effets, et eux, ils n'en ont pas trouvé. Alors ce qu'on a fait, on a fait la même chose. C'est horrible à dire, mais on a été obligé de recommencer exactement de la même façon une expérience qui avait été faite par des collègues. Et donc on a fait exactement la même expérience avec le même protocole. Et alors là, aux surprises, eux ne trouvaient pas d'effet, il n'y avait pas de problème, mais nous on trouve jusqu'à 80% de mortalité, donc on s'est dit, oulala, alors on l'a publié. Donc vous voyez que c'est un légitime débat
scientifique qui est contradictoire, et à partir de là, ben, les scientifiques qui ont accès à ces publications peuvent se faire une idée. Où le problème est plus compliqué, c'est quand vous avez des publications, donc c'en est une, elle a un DOI ici, vous avez des publications qui vous disent, bon, ben, je vais analyser les causes de la disparition des pollinisateurs. Et puis on vous dit, ah ben non, c'est pas les pesticides, hein, c'est un acarien varroa qui est un parasite, ça c'est la cause probable, et puis vous avez, oh, il n'y a pas beaucoup de nourriture, ça c'est une cause qui est jugée possible, mais les néonicotinoïdes sont jugés très probablement pas comme la seule cause de la réduction de la survie, etc., etc., etc. Ah, vous dites super, ces gens-là, ils ont analysé les publications et ils arrivent à cette conclusion. Sauf que, quand vous regardez qui écrit ce machin-là, vous vous rendez compte que là, il y a un petit souci, parce que d'abord, c'est écrit par une boîte de consulting. J'ai rarement vu des chercheurs ne pas écrire leur papier. Et cette boîte de consulting, elle remercie quand même des scientifiques. Ici, vous en avez la liste. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous en conflit d'intérêts. Il y en a même qui travaillent directement pour les boîtes. Donc, le fameux workshop report, d'ailleurs, je ne t'ai pas invité à ce workshop, je vous le dis franchement, hein, il est un petit peu suspect. Allez, on va dire ça. D'autant que, si je compare avec les publications de chercheurs indépendants, alors là, on n'a pas du tout le même discours. Le discours qu'on a, c'est, bon, bien sûr, on n'a pas beaucoup de fleurs dans les champs de monoculture, c'est lié à l'agriculture intensive. Mais on se rend compte que les néonicotinoïdes, les pyréthrinoïdes, les fongicides, toutes ces molécules chimiques ont un lien direct sur la santé des pollinisateurs et qu'en plus, ils favorisent l'émergence des parasites et des pathogènes. C'est-à-dire que si vous êtes empoisonné, vous allez être plus malade. Hein, c'est pas trop difficile à comprendre. Et donc, les causes premières, ce sont les 4 ici, là, et ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a vu dans le rapport du workshop tout à l'heure. Donc voilà un exemple ici, toujours dans Science, de ce qu'il faut. Il faut garder l'esprit critique. Alors maintenant, j'en viens aux conclusions, parce que je pense que c'est l'heure. Les conclusions, c'est qu'il faut toujours revenir à la source, pour nous, les chercheurs aussi. Il faut, et ça c'est un point très important que je conseille aux journalistes, examiner les conflits d'intérêts, et c'est très important, des fois c'est pas facile à voir. Hein. Analyser les faits, rien que les faits, pas contrefaits. Donc là, il y a un petit jeu de mots là, hein, entre les contrefaits, les fake facts, et puis le fait de contrefaire. Argumenter les contrefaits, donner des références, parce que ça c'est important. Quand vous parlez à un journaliste, eh ben, il faut lui dire, attendez, ça c'est faux, mais voilà pourquoi. Communiquer avec rigueur, que ce soit avec les journalistes et le grand public. Et puis alors, le problème de Wikipédia qu'on n'a pas résolu, et que j'ai peur qu'on ne résolve pas, c'est qu'en fait, c'est un vrai tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous corrigez, il y aura toujours quelqu'un pour recorriger derrière, dont c'est quasiment le métier. Et ils sont nombreux. Ensuite, ce que je conseille, c'est d'alimenter le débat scientifique contradictoire et s'investir dans l'expertise. Et j'en arrive à la fin, et puis il faut surtout rester zen sur ces sujets-là. Et le cas échéant, avoir un bon avocat aussi. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci Jean-Marc Bonmatin. C'est un plaisir de vous écouter. On vous retrouvera tout à l'heure pour la discussion. J'accueille maintenant Gary Dagorn, qui est journaliste au Décodeur du Monde. On a évoqué justement le travail des Décodeurs du Monde dans les échanges précédents. Oui, donc moi je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on fait au Décodeur, qui est une rubrique du monde.fr qui a été créée fin 2009 en fait. À l'époque c'était encore un blog qui était dédié au fact-checking, donc à la vérification factuelle des faits, qui est une pratique journalistique qui nous est venue d'outre-Atlantique et qu'on a importé en France, et qu'aujourd'hui ça constitue la colonne vertébrale des décodeurs, qui sont qui est une rubrique sur le site internet du Monde, qui est une rubrique à part entière. Donc nous, notre métier, c'est un petit peu de traquer ce dont on va parler, des contrefaits, des faits alternatifs, même des informations manipulées, des fakes, de ce genre de choses. Ce qu'on appelle fake news, évidemment, qui est un mot très à la mode et que tout le monde emploie à toutes les sauces un tout petit peu aujourd'hui. Il se trouve qu'à l'origine, les décodeurs, c'est une rubrique qui est très politique, qui était attachée à vérifier la parole politique en premier lieu, mais aujourd'hui, on fait de plus en plus de fact-checking scientifique, et je vais vous expliquer pourquoi.
parce que en fait, au départ, c'était très politique, mais la part de la science, des articles scientifiques au sein des décodeurs, a continuellement augmenté depuis 3 ans, à peu près depuis la création de la rubrique, presque 4 maintenant. J'avais compté il y a à peu près 2 mois, on en est à peu près 4% des articles qui parlent de science. Alors ça peut paraître peu, 4%, parce que c'est un chiffre assez faible, mais en réalité, les décodeurs, c'est pluridisciplinaire. On parle d'énormément de sujets, c'est très très varié. Et à l'époque, à la création de la rubrique, c'était très très peu. Et aujourd'hui, ces sujets deviennent prépondérants dans un certain nombre de débats publics. On en a eu encore l'exemple cette année avec l'annonce de la ministre de la Santé qui voulait rendre les vaccins obligatoires. Ils le sont désormais et qui ont généré 6 mois d'un débat public où chacun a pu exprimer son opinion. Et ça n'a pas manqué ça n'a pas manqué de circuler. Il y a eu énormément de choses sur les vaccins, par exemple, qui sont un sujet extrêmement polarisé. Et là-dessus, donc, on a essayé de faire un effort particulier dès l'été 2017. Mais donc, les vaccins, c'est un bon exemple de la façon dont des sujets qui sont très politisés peuvent toucher des domaines qui sont strictement scientifiques. Voilà. Je peux vous montrer, par exemple, quelques exemples de choses qui ont circulé cette année. Sur les 10 fausses informations qu'on a pu identifier, parmi celles qu'on a pu identifier sur toute l'année 2017 sur Facebook, 4 sont du ressort, sur les plus partagées, sont du ressort de la science. Alors on avait par exemple, les pommes industrielles sont enduites de cire toxique, 211 000 partages. Et je parle que de partages, je ne parle pas des likes, je ne parle pas des commentaires, qui accroissent la visibilité de ces publications. Multiplier les vaccins nuit aux enfants, 102 000 partages. Le lien entre le vaccin et l'autisme, qui a été largement démontré, qui a été démontré à des maintes reprises, on les compte même plus, mais 55 000 reprises quand même, rien que cette année, enfin en 2017, pardon. La Suède, qui refuse l'obligation vaccinale à cause de graves problèmes de santé, 42 000 partages. Pareil. Donc voilà, là c'est très orienté sur les vaccins parce que c'était un peu le débat de l'année, mais c'est pour dire qu'en fait, parmi toutes les fausses informations qui sont maintenant en circulation sur Internet, il y en a beaucoup qui relèvent du domaine scientifique et où on peut lire un peu tout et n'importe quoi. Encore aujourd'hui, par exemple, j'ai relevé deux infos qui ont pas mal circulé ce matin. Regardez, parce qu'on a des outils de veille qui nous permettent de regarder un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas sur les réseaux. Par exemple, un site internet un site internet, je crois que c'est Réseau International, qui disait qu'une étude disait que les gens qui se lèvent le matin sont les plus intelligents. Voilà, ça sort de nulle part, il n'y a absolument aucune source, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Et j'ai cherché, alors il mentionne l'auteur évidemment, mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé l'étude en question. Il est possible qu'elle existe tout simplement pas. Des fois, ils empruntent des noms comme ça, et puis ils font dire n'importe quoi. Ou alors ils inventent des études. Et puis un autre truc qui tourne depuis quelques temps, mais qui était pas mal partagé ce matin, narrant l'histoire d'un Américain qui a vaincu le cancer en mangeant des légumes et en buvant des smoothies. Voilà, ça peut prêter à sourire à un certain nombre de gens, mais c'est assez partagé. Aux États-Unis, ça l'est encore plus, mais ça fait partie des infos qui circulent sur Internet aujourd'hui. Et donc, nous, on essaie de prendre notre part dans la vérification des faits scientifiques, qui nous paraît indispensable, qui nous paraissait peut-être pas si prégnante il y a 3-4 ans, mais les réseaux sociaux connaissent une croissance assez importante. En tout cas, ont connu ces dernières années une croissance assez importante, et ça devient des véritables caisses de résonance. Voilà. Et du coup, on a également... Alors, vous avez remarqué que les infos que j'ai citées touchent essentiellement le domaine de la santé. En fait, le domaine de la santé, c'est probablement le domaine scientifique dans lequel il y a le plus de fausses informations. Ça concerne probablement, en fait, au premier lieu les gens, puisque ça concerne leur quotidien, ça concerne leur entourage. On connaît tous des gens, par exemple, on connaît tous éventuellement des gens qui ont été atteints par le cancer, donc il y a énormément de choses qui circulent sur le cancer. Il y a énormément de choses qui concernent la santé. C'est un domaine qui est parmi les plus politisés, et ça c'est assez clair dans nos recherches et dans nos chiffres, qui est la plus politisée, on va dire.
Voilà. Alors évidemment, on trouve énormément de choses sur Internet. On se pose toujours la question de savoir comment il faut réagir à ça. Une des questions qu'on se pose régulièrement, c'est est-ce qu'il faut faire un article sur des informations qui paraissent assez grossières, assez stupides, notamment par exemple sur le cancer. Est-ce qu'on guérit un cancer avec des smoothies ? Bon, alors ça peut prêter à sourire, comme je l'ai dit plus tôt, mais en fait, le fait est que les données qu'on a accumulées sur les réseaux, sur les chiffres de publication, de likes et autres chiffres qui mesurent la popularité de ces choses montrent que plus les infos sont grossières et appellent un petit peu au bon sens des gens, voire de l'appel à la nature, c'est-à-dire que c'est naturel, donc c'est forcément mieux pour mon corps, plus ces intox sont grossières et plus elles sont partagées. Donc ça peut être assez contre-intuitif, mais c'est un petit peu le constat qu'on fait en accumulant les chiffres sur Facebook. Donc on se demande toujours s'il faut réagir ou pas, comment réagir, est-ce qu'on en fait un papier, mais est-ce que ça ne fait pas de publicité à ces infos, est-ce que ça ne fait pas de publicité gratuite pour ce genre de choses, pour ces sites internet? C'est une question légitime qu'on se pose tous les jours. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, parce que quand on en fait un article, c'est généralement quand on en fait un article de fact-check, de vérification, il y a assez peu de chances pour que l'info enfin, que les gens le comprennent complètement à l'envers. En tout cas, c'est un petit peu... On fait beaucoup attention à ça. Et puis, l'idée aussi, c'est d'essayer de s'insérer dans la boucle de ces informations sur le sujet sur Internet. On a montré, il y a de multiples études qui ont montré déjà comment l'information a tendance à circuler de manière circulaire sur Internet, à savoir qu'il se forment véritablement des communautés. Les réseaux sociaux sont en partie guidés par des algorithmes qui vont essayer de comprendre vos intérêts. Et donc, évidemment, tout ça, ça influence la manière dont les gens reçoivent l'info. Et donc, le but, c'est aussi de... par exemple, cette année, on a fait un vaccin sur y a-t-il des restes humains dans les vaccins ? Des restes de chair humaine. Ça peut paraître complètement hallucinant, mais en fait, ce truc a connu un succès fou sur des sphères, en fait, des réseaux sociaux, puisque ça fonctionne un petit peu par sphère. D'ailleurs, on publie régulièrement des données détaillées sur la façon dont ça se forme, ces sphères. Et mine de rien, l'idée, c'est de rentrer dans la boucle et de tomber dans, par exemple, les résultats de recherche sur Google. On travaille par exemple avec Google pour que quand on fait un fact-check qu'on estime important, un article de vérification, qu'on puisse apparaître dans les résultats de recherche, pas en 15e page, en première page, parce que en fait, personne ne va sur la page 2. Le taux de clic sur la page 2, ça doit être 0,1%. Enfin, c'est ridicule. Tout le monde s'arrête à la page 1. Et donc, Google commence à intégrer comme ça, travaille avec certaines rédactions, dont Le Monde, pour avoir directement, pour que si Google comprend qu'il s'agit d'une histoire dont on a traité nous, parce que c'est référencé chez eux, il y ait une petite affirmation disant que cette histoire est contestée. Voilà, ce fait est contesté. Et on travaille également avec Facebook pour faire en sorte que Facebook, évidemment, c'est là où il y a le plus de partage, hein, c'est quasiment le nerf de la propagation des fausses informations. Et c'est là où on travaille notamment avec Facebook pour que quand on fait un fact-check, évidemment, ce sera... si on trouve des articles en question, on peut nous dire à Facebook, voilà, ça c'est un post Facebook et on le dément, donc on peut renseigner dans une espèce de back-office qu'ils nous ont filé pour qu'eux ensuite regardent, voilà, en fait c'est des partenaires qui vérifient l'info, parce que Facebook c'est pas son cœur d'information, la vérification de l'information, et pour afficher un encart en dessous disant que cette affirmation a été démentie ou au contraire validée par des journalistes professionnels. Donc ça c'est un petit peu la façon dont on essaye de travailler avec Facebook et Google par exemple, parce que c'est aujourd'hui, c'est là que circulent les fausses infos et c'est là que les gens vont tomber. Si les gens tombent sur un truc sur Google, juste à côté du lien Wikipédia, liant notre article, c'est toujours ça de gagner. Et puis, c'est toujours... et puis pareil sur Facebook, en fait. Hein. Sur Facebook, il y a énormément de choses qui peuvent être améliorées. Voilà, donc nous, à côté de ça, on a aussi mis l'année dernière un outil qui s'appelle le Décodex et qui a pour fonction de répertorier
des URL là où sont propagées les fausses infos. Et le décodex, il a été pensé avant tout comme un outil de sensibilisation de l'info, parce qu'on pense que c'est là où c'est le plus efficace de réagir face à une information erronée. Il s'agit, en fait, c'est un petit peu de factoriser la chose, à savoir que plus on fera un travail de sensibilisation pour dire au lecteur que l'information, enfin la source, ça compte, la façon dont on parle, conditionnel ou pas, quels sont les auteurs de l'étude, est-ce qu'il y a des liens, est-ce que c'est détaillé ou pas, en fait, tout ce travail de sensibilisation de l'information nous paraît très important et très efficace pour faire en sorte de faire naître des réflexes et des questionnements chez un certain nombre de gens qui partagent la plupart du temps des fausses informations de bonne foi et qui partagent très très rapidement sur Facebook ou sur Google, enfin sur Facebook ou sur Twitter ou autres gros réseaux sociaux. Vous ne mettez pas 15 000 ans à vous demander si c'est vrai ou si c'est faux, évidemment, ça va un petit peu dans votre sens. Vous le partagez assez immédiatement, enfin très très rapidement, ça c'est le réflexe commun. Et donc nous, on essaie de travailler sur ces terrains-là parce que ça nous paraît essentiel. Donc à côté, on fait aussi énormément de pédagogie dans nos articles pour démonter les fantasmes sur la science, comment ça fonctionne, c'est quoi la méthodologie, toutes ces choses qu'on n'est pas habitué forcément à lire dans la presse générale, qui manque cruellement de culture scientifique. On essaie de faire un gros travail de pédagogie et puis un gros travail sur les sources, là où ça nous paraît le plus efficace. Voilà. J'essaie de ne pas dépasser. Alors, on a un petit peu quelques minutes pour discuter. On va faire descendre les micros. Si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à lever les mains et on va vous apporter le micro. Gary Dagorn, est-ce qu'il vous est arrivé, depuis que vous fact-checkez, de vous planter? Est-ce que parfois, en voulant rétablir la vérité, on dit des choses fausses? Alors, non, a priori, je ne me suis pas planté factuellement sur un truc. Là où éventuellement il y a un risque, c'est de vouloir réagir avec des titres, par exemple. Il ne s'agit pas de faire des erreurs factuelles. L'une des choses auxquelles il faut faire attention quand on fait du fact-checking, c'est de ne pas réagir en sens inverse. À savoir, s'il y a une affirmation péremptoire qui n'est pas fondée et qui va très très fort sur un sujet, la tentation c'est de dire non, ça se passe vraiment pas comme ça et d'essayer. En fait, la tentation c'est de faire pas quelque chose d'inverse, parce qu'a priori on ne fait pas d'erreur factuelle. Enfin, ça nous est évidemment arrivé. Je crois que aucun journaliste ne peut se targuer d'avoir fait zéro erreur factuelle dans ses articles, dans sa carrière, mais l'erreur éventuellement la plus commune, c'est dans la façon dont on écrit l'article, dans la façon dont on le structure, de laisser à penser de surréagir un petit peu. Ne pas se laisser emporter par la passion du débat, par la volonté de contredire et essayer de garder la mesure dans la contradiction. Oui, c'est une question de... En fait, on peut tout à fait dire plein de choses juste dans un article, mais laisser à penser que... et donc, c'est dans la manière dont on structure les articles, il est assez facile de dire non, ça se passe vraiment pas comme ça, c'est pas du tout démontré. Et puis de mettre un petit peu de nuance, mais en fait, c'est dans la tonalité de l'article que ça se passe, quoi. Donc, c'est important de poser complètement la chose et de faire que le truc soit complètement... quand bien même il y aurait toutes les informations utiles, en fait, c'est une question de réception de l'article. Oui. Ça débat beaucoup au sein de la rédaction des décodeurs, avant de publier, avant de décréter c'est faux, c'est vrai ou c'est un peu faux, de nuancer les choses. Entre vous, vous êtes toujours d'accord ou parfois il y a des débats houleux avant d'arriver au consensus, la voix des décodeurs? Alors, il y a des débats, mais surtout sur la façon dont on doit traiter les choses. Quand on écrit un article, c'est souvent seul ou éventuellement à deux, à quatre mains, mais on essaie de rester le plus factuel possible. Donc en fait, il nous arrive d'avoir des désaccords en disant mais non, mais il a pas dit ça comme ça. Mais en fait, c'est plutôt soit une question de réception, soit une question de qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on en fait vraiment un papier, comment on le traite, est-ce qu'il ne faut pas justement ne pas réagir est-ce qu'il faut rentrer dans le jeu, par exemple, dès que il y a un certain nombre de... Là, c'est pas forcément du domaine de la science, mais il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont très bien compris comment ça marchait. Est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans un jeu pour nourrir et remettre une pièce dans la machine? Enfin, c'est plus des débats de l'ordre du ça, traitement de l'info c'est ce que vous du disiez. fond du truc. C'est une question qui se posait déjà quand on disait face à une rumeur, est-ce qu'il faut répondre à la rumeur au risque de l'alimenter ou est-ce qu'il faut l'ignorer? Là, effectivement, vous êtes dans ce questionnement-là. A priori, c'est là où on a le plus souvent des désaccords parce que c'est une question de perception et
voilà, on a souvent des accords divergents là-dedans. Vous avez des exemples en tête de sujets où vous n'étiez pas sûr qu'il fallait y aller? Allez, je vous laisse réfléchir pendant qu'on... Pas forcément au niveau Non. de la science, ça reste très politique. A priori, c'est des accords. Allez, même un sujet politique, on prend quand même. Je ne sais pas, moi, par exemple, dès que Éric Ciotti redit une bêtise, est-ce qu'il faut remettre une pièce dans la machine? Est-ce qu'il faut revérifier ses propos, sachant qu'on l'a déjà fait ou qu'on l'a partiellement fait? Ça, par exemple... Bon, mais là, on n'est plus dans le domaine de la science. Allez, des questions. Allez-y, madame. Oui, bonsoir. Moi, j'ai plutôt une remarque, en tout cas pour ce qui concerne les sciences biologiques. On est nous-mêmes souvent amenés à se fier à une information qu'on a lue dans un papier, on part de ça, et on remonte rarement à l'expérience d'origine, parce que parfois il faut remonter à 10 ans, 15 ans, 25 ans en arrière. Et donc, ça serait bien aussi qu'on s'acculture un peu dans notre milieu et qu'on fasse attention à remonter nous-mêmes aux faits, aux sources d'origine. Et c'est vrai qu'il y a une déformation souvent de des résultats de base, enfin d'origine, qui est importante avec le temps. Jean-Marc Bonmatin. Oui, mais par rapport aux blogueurs et au monde journalistique, je suis quand même obligé de dire que la plupart des chercheurs citent des références, essayent de citer des références pertinentes. De temps en temps, il y en a qui ne sont pas pertinentes. De temps en temps, c'est des références récentes, alors qu'il ferait mieux de citer des références beaucoup plus anciennes. Comme ça, pour le lecteur, ça serait beaucoup plus utile. Mais le chercheur ou le scientifique en général, il a cette habitude de citer des références. Enfin, vous ouvrez n'importe quel papier, vous avez 50 références scientifiques derrière. Alors moi, quand je reçois à reviewer, ça m'arrive, hein, des papiers scientifiques où il y a un site internet genre journalistique, alors là, je bondis évidemment, donc je vais dans votre sens, donc je fais enlever ces références et je demande à l'auteur de citer des références carrées et scientifiques. Mais il y a au moins 1 ou 2 ordres de grandeur dans la qualité des papiers scientifiques d'un côté et des papiers des blogueurs, en fait, de tout ce qu'on peut trouver sur la toile. Donc vous avez raison, il faut que les chercheurs soient plus rigoureux, mais ils ont déjà cette culture. Une autre question. Oui, c'est là-haut. Je ne vous vois pas, mais on va vous entendre. Ici. Ma première question est pour Gary. À propos des décodeurs, quand le décodex a été lancé, on a vu pas mal de réactions, notamment justement sur les réseaux sociaux, qui disaient oui, mais c'est le monde, on sait bien par qui ils sont financés. Comment est-ce que vous répondez à ça, à cette délégitimisation des experts qu'on vit dans toutes les sphères, mais plus précisément sur votre sphère à vous? Et l'autre question est beaucoup plus globale, toujours sur les réseaux sociaux. On a vu fleurir un certain nombre de médias dits alternatifs, dont certains que je suis parce que je les trouve intéressants sur un certain nombre de points. Sur les questions scientifiques, ils sont très souvent à la limite du complotisme, voire dans le complotisme. Comment est-ce que, en tant que communauté scientifique, en tant que communauté journalistique, et d'ailleurs en tant que citoyen, on réagit à ça et comment on lutte contre ça? Alors, moi, je peux donner un élément de réponse sur la première partie. Alors, rappelez-moi la première partie. La première partie, c'était plus pour le monde. Hein. C'était qui finance le monde. Donc, du coup, est-ce que vous êtes si objectif que ça? Oui, mais c'est valable aussi pour le reste. Hein. Bon, allez-y. Non, mais vous pouvez répondre à ce que vous voulez. Hein, mais Au niveau des financements, c'est la partie sur les conflits d'intérêts. Hein. Il faut être très attentif de qui écrit quoi et qui est financé par quoi et quels sont les intérêts qui sont représentés parce que ça vous permet de mieux comprendre. Alors, quand il s'agit de faits, c'est facile. Quand il s'agit d'opinions à partir des faits, c'est beaucoup plus difficile, mais ça donne des informations. Si vous voulez, vous pouvez prendre le micro question comme ça, vous aurez chacun le vôtre. Vous pourrez parler en même temps. Alors, pour revenir sur la façon dont sur les accusations régulières auxquelles on doit faire face, on réagit en essayant d'être avec le maximum de transparence possible. Donc, on a créé un blog sur lequel on écrit nos opérations, on essaie d'être transparent, de les annoncer. C'est toujours un petit peu difficile, ces critiques, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Par exemple, le Décodex, c'est un projet qui a été financé avec un projet, ce qu'on dit DNI, c'est un projet de soutien à la presse générale de Google qui a plusieurs années, et donc on leur présente un projet,
et éventuellement ils le financent. Mais ils n'ont aucune influence ni éditoriale, ni quoi que ce soit. On ne se sent absolument pas dépendant ni de Google ni de Facebook et on ne tolérerait pas de l'être. Donc il y a énormément de fantasmes qui circulent. C'est très peinant quand on essaie de bien faire son métier de recevoir des accusations de gens qui sont devant leur clavier, qui ne connaissent ni le fonctionnement de la presse, ni d'une rédaction, ni le code de déontologie auquel on est hyper attaché. Donc on essaie de communiquer régulièrement. On vient encore de le faire sur le partenariat qu'on a avec Facebook, puisqu'on a été sujet... ça a été le sujet d'un article un petit peu confus du Canard enchaîné qui a alimenté les passions. Et pour le coup, donc on essaie d'être transparent. Et plus ça va, plus on va limite annoncer les choses pendant ou avant qu'elles se fassent, au lieu... parce que du coup, on se fait... Enfin, quand il y a un manque d'information, il y a tout de suite de la suspicion. Et il y a énormément de suspicions autour de ce genre de choses. Voilà. Après, pour la chose du on est le monde, et voilà, sur l'accusation de subjectivité, c'est plus compliqué de répondre. Le décodex, c'est par exemple, c'est une réponse à un travail qu'on estime être de fond, qu'on estime être valable. On n'a jamais essayé de prétendre que c'était un exercice parfait. Donc il y a des gens qui ont tout de suite eu des critiques et des remarques tout à fait constructives sur la limite de l'exercice. Mais nous, on estime qu'on se base uniquement sur des faits et on va pas au-delà. Et a priori, les faits, on essaie de faire en sorte qu'ils soient les mêmes pour tout le monde, quoi, de converger. Et donc, je vois pas a priori pourquoi on serait... On est en capacité d'établir des faits, quoi. C'est un petit peu... On peut faire même la même chose avec les scientifiques. C'est des humains, les scientifiques, ils ont des opinions, mais ça leur empêche pas d'être rigoureux dans la façon de faire leur métier, ou même, on peut même dire la même chose des juges. Enfin bon, c'est un débat sans fin. Donc, les remarques justifiées qu'on a faites sur votre travail, c'est quoi ? Est-ce que c'est bien ? Alors là, c'est plutôt un débat journalistico-journalistique, quoi. Nous, notre outil, il est fait pour les gens qui ne connaissent pas l'écosystème médiatique, qui ne connaissent pas les médias, qui ne regardent même pas l'URL de leur navigateur quand ils naviguent, qui ne se font pas gaffe, quoi. Ils lisent un truc et tout de suite, ils se disent « Ah bah ouais, c'est un média », parce que c'est un WordPress monté en 2.2 par des gens qui disent n'importe quoi. Mais en vrai... Donc nous, c'est plutôt pour ça. On l'a pas fait pour les journalistes. Et donc, quand on reçoit des critiques du genre, bah ouais, mais est-ce que c'est bien de mettre un gros orange, un gros rouge ? En fait, c'est des codes couleurs qu'on a essayé de faire. Enfin, c'est juste des choses qu'on a essayé de rendre intuitives. C'est un truc extrêmement grand public visant des choses, des informations flagrantes. C'est pas fait pour dire oui, est-ce que Valeurs Actuelles, c'est vraiment un site super... Non, en fait, on rentre pas là-dedans, quoi. C'est pas du tout le but du décodex. Ouais. Il y avait la deuxième partie de la question sur les sites complotistes. C'était quoi exactement la question ? Ça m'échappe. Vous l'avez en tête ? Oui, moi-même, je fatigue en fin de journée. C'était quoi la deuxième partie de la question sur les sites complotistes ? Alors, je n'ai plus le micro. Allez-y, on va vous entendre et je vais répéter. C'est pas tellement sur les sites de complotistes, c'est sur les médias qui se targuent eux-mêmes d'être des médias alternatifs. Ah oui, pardon. Comment on réagit quand ces médias-là, en l'occurrence, frisent le complotisme ? D'accord. Donc les sites alternatifs qui tombent dans le complotisme. On essaie de rester le plus factuel possible. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est compliqué parce que les rhétoriques complotistes prennent une phrase complotiste, ça demande 10 phrases d'explication derrière sur pourquoi c'est faux. Donc évidemment, ça paraît toujours moins sexy que les fantasmes. C'est hyper compliqué. Donc nous, en fait, on essaie d'être hyper pédago, de rendre l'information intéressante. On essaie de parler au lecteur qui serait confus, de lui donner des repères. Mais en vrai, c'est assez difficile. On n'a pas la formule magique. Donc, nous, on essaie d'être les plus compréhensibles possibles. Mais c'est par nature compliqué. C'est un débat compliqué. C'est comme si vous invitez un climato-sceptique et un climatologue sur un débat de télé. Le fait même d'inviter un climato-sceptique donne de la légitimité au personnage alors qu'on ne devrait pas. Et la nature même du débat est compliquée. Et il y a déjà des pièges, il y a déjà 10 000 pièges à éviter pour le climatologue. Bon, là, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas de formule magique, je crois. Vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, j'ai bien observé que les blogueurs que j'ai cités, ils sont à la limite de l'explication du complot. C'est-à-dire qu'on veut... Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais la façon dont ils expriment les choses montre bien qu'il y a une espèce de complot agricolo-écolo. Voilà, hein, j'arrive arriver à le définir. Et que tout ça va tuer l'emploi, et que tout ça, etc., etc., etc. Donc la façon dont ils communiquent va dans ce sens-là. De l'autre côté, pour être équilibré,
du côté du monde plutôt agricolo-écolo, on va retrouver les mêmes travers aussi de temps en temps, avec des erreurs dans le référencement de leurs idées, et puis des choses limite. Donc c'est vrai que la position du scientifique, et notamment qui communique aux médias, elle est compliquée parce qu'on doit répondre à ces deux côtés-là qui sont antagonistes. Allez, on prend une dernière question dans la salle. J'ai un micro, Oui. je sais pas si... On vous écoute. Ok. Merci pour vos interventions, c'était très intéressant. En fait, il est assez évident que pour décoder ou débunker, il y a des questions pour lesquelles c'est plus difficile que d'autres. Des fois, au sein de la littérature scientifique même, il y a des débats, hein, c'est ce que vous évoquiez. C'est légitime, hein, le débat scientifique. Et au sujet en particulier donc des néonicotinoïdes, est-ce que vous estimez que l'influence des biais de financement, on va dire, a un gros effet si on fait une synthèse de la littérature? Est-ce que vraiment, si on est assez honnête, on se rend compte qu'il y a un biais important? Parce que l'histoire a pu montrer que sur des intérêts beaucoup plus gros, type énergie fossile ou tabac, l'industrie n'a jamais vraiment réussi à influencer manifestement la communauté scientifique. Plutôt, elle a influencé le débat public, essayé de désinformer le public. Mais est-ce que dans le cas de... Est-ce que peut-être parce que la communauté serait plus petite, là, sur le sujet sur lequel vous travaillez, il y a un effet important ou c'est à la marge? C'est un effet énorme. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. L'influence du monde économique sur la recherche, je citerai l'exemple de l'amiante, comme ça me dégage des pesticides. Très tôt, on a su que l'amiante n'était pas bon pour la santé. Je crois qu'il y a plus de 70 ans, les premières publications. Par contre, l'industrie, alors j'ai rien contre l'industrie, j'adore l'industrie, hein, mais quand il s'agit de santé humaine par exemple ou de biodiversité, là je peux être critique. Très tôt l'industrie a mis en place des stratégies qui ont été peaufinées par l'industrie du tabac. Hein, donc amiante et l'industrie du tabac, ça a été un peu la même chose finalement. Et ils ont voulu instaurer le doute. Alors je vous donne des exemples concrets. Vous avez des congrès qui sont sponsorisés par l'industrie, et bien sûr, ils ont droit de regard sur qui on invite et de quoi on parle. Donc, par exemple, sur l'industrie du tabac, vous allez trouver, c'est l'objet du livre de Stéphane Foucard du Monde, hein, vous allez trouver plein de conférences dans ces congrès sur le tabac qui vont parler de toutes les causes du cancer possibles et imaginables, sauf du tabac. Etc., etc. Et puis, il faut savoir aussi, il ne faut pas se leurrer quand même, hein, la recherche, elle n'est pas tellement financée par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics financent les salaires, et puis une fois qu'ils ont financé les salaires, il n'y a plus rien. Donc la recherche, elle est financée par des projets, et les projets industriels, et je suis bien placé pour le savoir, ont une grande part de financement pour la recherche. Donc vous étonnez pas si les chercheurs travaillent sur projets, d'une part, et si ces projets sont financés par l'industrie. Alors quand les résultats plaisent à l'industrie, on publie, on fait beaucoup de pubs, tout ça, et puis quand ça ne plaît pas à l'industrie, il y a une clause de confidentialité qui fait que ça ne sort pas. Ou que ça sort, disons, pas censuré, mais arrangé un peu plus correct pour les industriels. Voilà. Donc il ne faut pas se leurrer, on vit dans ce monde-là, et où les intérêts économiques priment sur d'autres intérêts de vérité, de déontologie, des choses comme ça. Bon, à un moment donné, moi, il ne m'appartient pas de juger, mais j'observe. Une toute petite dernière question sur Wikipédia. Vous avez dit c'est un peu le tonneau des Danaïdes. Au bout d'un moment, je me suis lassé de devoir sans arrêt modifier. Est-ce qu'il pourrait en être autrement? Est-ce que, du coup, vu la limite de cet exercice des contributeurs, vous vous êtes dit, sur des sujets qui fonctionnent comme ça un peu en balancier, est-ce qu'il devrait y avoir une façon de trancher? Est-ce que vous avez imaginé un fonctionnement qui éviterait cet écueil de l'éternel recommencement de la correction? Moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'il y a des tas d'initiatives que je salue, hein, dont la vôtre, qui vont dans le bon sens. Le problème, c'est que quand vous tapez n'importe quel mot sur Internet, la première chose qui arrive, c'est Wikipédia. Et le premier moteur sur lequel on va, juste pour s'informer comme ça un petit peu, là, c'est Wikipédia. Donc, les sites qu'on a cités, toutes les initiatives qui ont été décrites aujourd'hui, elles restent relativement confidentielles par rapport au grand public. Alors moi, je me dis qu'il faut des interactions, soit entre ce qu'on a cité aujourd'hui, toutes ces initiatives, et Wikipédia, parce qu'on ne fera pas sans, de toute façon, soit il va falloir mettre en place quelque chose. Alors les organismes scientifiques, ils ont une responsabilité, puisque finalement, ils bossent avec la science. Donc, ils ont une responsabilité pour, alors je ne sais embaucher qui, faire quoi, ça, je n'ai pas la solution, mais il faut intervenir sur ces moteurs de recherche type Wikipédia. Donc, moi, je le fais à titre personnel sur un sujet, un mot-clé néonicotinoïde, parce que là, je ne supportais pas qu'il y ait tant de bêtises.
Et de temps en temps, j'y reviens et je vérifie qu'il n'y ait pas d'énormité. Mais après, vous avez tant de sujets comme ça. Donc sur les choses scientifiques, je me demande s'il n'appartient pas aux organismes scientifiques, parce qu'ils ont la capacité de le faire, d'intervenir là-dessus et de demander à leurs chercheurs, finalement, ça pourrait être une part de leur métier, de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de bêtises sur les sites type Wikipédia. Bah, voilà une piste parmi d'autres. Merci à tous les deux. Vous pouvez les applaudir pour les remercier.